Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette deuxième journée de Midest 2014. Quels moyens mettre en œuvre pour accéder au marché de l'aéronautique? Bonne question, me direz-vous. Eh bien, Rémi Addisson, ingénieur industrialisation au sein de Liber Aerospace à Toulouse, va nous aider à y voir plus clair. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors Rémi, donc vous êtes ingénieur industrialisation. Clairement, vous aidez les entreprises à venir eh bien, vers ce marché de l'aéronautique. Au départ, vous êtes donc ingénieur fonderie de métier. Présentez-vous un peu vous-même, la société, aidez-nous à y voir plus clair. Alors j'ai un parcours plus industriel. Donc je fais BTS, école d'ingénieur en fonderie. Donc un très beau métier. C'était par alternance. J'ai ensuite travaillé dans différentes fonderies en France et aussi à l'étranger, aux États-Unis pour être précis. Et depuis 1 an et demi, j'ai intégré le service industrialisation de Liber Aerospace. Donc je suis le lien entre le bureau d'études qui dessine des pièces et les sous-traitants qui les fabriquent. Donc j'interviens au moment de la conception pour faire en sorte que les pièces soient tout de suite fabricables dans de bonnes conditions, avec une bonne qualité. Alors très bien, vous le savez, le marché de l'aéronautique fait à la fois rêver les sous-traitants, il leur fait peur aussi parce que vous n'êtes pas toujours des clients faciles, très exigeants en tout cas. Alors aidez-nous déjà, allez, de manière générale, avant de parler de votre groupe, un petit peu donnez-nous les avantages et les inconvénients du marché aéronautique pour nos sous-traitants. Alors on va commencer par les avantages. Ça permettra au public ici présent, à nos internautes, de ne pas zapper trop vite. Donc l'avantage principal, c'est que c'est un métier passionnant. On le voit tous les jours, les avions qui volent. Ça fait rêver, effectivement. L'autre avantage, c'est que c'est un marché extrêmement stable. Airbus a des carnets de commandes jusqu'en 2009, même jusqu'en 2022, avec le Neo. Donc on a une vision stable et c'est un marché qui est en continuelle croissance. Donc c'est suffisamment rare pour être souligné et être un gros avantage, c'est que c'est stable et en croissance. Très bien, ça c'est les avantages. Quels sont les inconvénients, Rémi? Alors, l'inconvénient principal, c'est que c'est extrêmement compétitif. Vu de l'extérieur, on a tendance à se dire, l'aéro... Ils ont du fric, entre guillemets, hein, si je peux caricaturer. On est des nantis, non pas du tout. C'est extrêmement compétitif et c'est surtout extrêmement mondialisé. Boeing a énormément de sous-traitants en France. Airbus a énormément de sous-traitants aux États-Unis. Donc c'est vraiment un marché qui est mondialisé, globalisé, extrêmement compétitif. Et il faut toujours se remettre en question, jamais se reposer sur ses lauriers. Ensuite, un autre des inconvénients, c'est que si on veut intégrer le marché de l'aéro, c'est extrêmement long. On ne se réveille pas du jour au lendemain en se disant d'ici 3 mois je travaille dans l'aéro. La semaine prochaine je faisais un peu d'aéro. Ça ne marche pas comme ça. Il faut, on y reviendra, mais c'est l'un des inconvénients. C'est qu'il faut avoir la foi pour se lancer dans l'aéronautique parce que c'est une intégration qui est extrêmement longue. Intégration longue, on va y revenir. Quelles sont les ressources à mettre en œuvre pour accéder au marché humaine et financière? Alors, au début, il y a énormément de normes à comprendre, à intégrer. Donc, il faut limite un service qualité dédié dont le job principal sera de vérifier que les requis aéros sont facilement intégrables dans la structure. C'est un prérequis, un service qualité dédié. Ouais. Vous parlez à des services qualité, ou vous parlez en tout cas à des responsables commerciaux qui ont derrière eux un service qualité digne de ce nom. Oui, et quand on sélectionne un nouveau sous-traitant, première chose qu'on fait, c'est un audit, indus, qualité, les achats, la logistique, mais il n'y a jamais que les achats. Les achats, c'est important, mais il y a surtout la qualité. Parce qu'on ne peut pas se permettre que les avions tombent tous les jours. Donc c'est l'un des marchés les plus stricts en matière de qualité. Donc si on s'aperçoit durant l'audit que la structure qualité n'est pas suffisante ou ne nous inspire pas confiance, c'est un no-go et quels que soient les tarifs pratiqués par l'entreprise. Donc pour ça, il faut mettre en place des personnes derrière, des structures, donc des moyens de contrôle très poussés parce qu'on travaille dans la grande précision dans l'aéro. Chez Liber par exemple, est-ce que vous avez, allez, sans nous livrer de grands secrets industriels, allez, donnez-nous un petit peu le taux de réussite ou d'échec lors de ces audits par rapport à des nouveaux sous-traitants? C'est du 50-50, du 1 pour 9, comme vous avez fait un bon sourcing avant, vous avez finalement un taux d'acceptation élevé. À quel moment ça va se jouer un petit peu ça peut se jouer très vite. J'ai fait un premier audit chez un fournisseur.
tout de suite, on a détecté que c'était pas possible. D'accord. Un autre, on lui a demandé de faire des C'est prototypes. pas comme le Michelin, vous n'allez pas visiter l'état des toilettes pour voir la qualité du. Ah, c'est limite l'état des toilettes. Il faut être sûr que les gens aient les mêmes propres. D'accord, oui. Mais effectivement. c'est des audits qui sont très poussés au niveau process, au niveau qualité. Donc lui, c'était tout de suite un no-go. Un autre, on a eu confiance, on lui a demandé de faire des protos. Il n'a pas réussi à sortir la qualité demandée, donc on a arrêté. Et un autre qu'on a développé là et avec qui on commence à travailler, qui commence à être lancé en série. Est-ce qu'on a 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression lorsqu'on fait un audit avec le marché c'est un pistolet à un coup, il faut vraiment avoir la cible du premier coup, c'est mort. Très difficile. C'est très difficile de revenir. Alors le premier audit, c'est pas l'audit qui fait tout, mais une fois qu'il y a eu qu'on a engagé des frais et des développements et qu'après au bout d'un an c'est un no-go, pour revenir il faut s'accrocher. Ou alors il faut revenir par d'autres fournisseurs, d'autres clients. En 3 par rapport à. Voilà, et après retenter. Mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Il faut avoir une structure, notamment au niveau de la traçabilité aussi. Alors parlons-en. C'est les moyens à mettre en œuvre. Donc on demande des essais radio, des essais de reçuage. Et tout ça, il faut le conserver pendant 10 ans. Donc c'est des locaux spéciaux qui doivent conserver toute la traçabilité des pièces. Que si un jour il y a un accident quelque part dans le monde, on soit capable de revenir jusqu'au process de fabrication des pièces de l'avion. Donc ça, c'est des frais, c'est des structures à mettre en place et ça coûte de l'argent. Structure, qualité, traçabilité, ressources humaines, d'autres éléments de sécurisation. La supply chain, s'il y a des sous-traitants, il faut mettre ces sous-traitants au même niveau d'exigence que les clients vous demandent de l'être. Alors supply chain égale aussi spontanément, j'imagine, système d'information. Est-ce que là aussi il y a des prérequis? Alors nous on travaille avec un système de transfert sécurisé qui est géré par notre société avec lequel on traite avec sous-traitants. Et il y a peut-être des serveurs à mettre en place, ce genre de choses. Donc soit des connecteurs, vous imposez pas à vos sous-traitants, par exemple chez Liber, un système, un ERP pour être très clair, particulier. Pas du tout. Il suffit juste qu'il y ait un connecteur entre le système d'information du sous-traitant et le vôtre. Exactement. Mais il faut quand même donc un DSI, la petite société où il n'y a que des super techniciens mais pas d'équipe pour faire les passerelles informatiques. Là aussi c'est un élément notamment au niveau des 3D, maintenant on bosse qu'avec les 3D. Donc on n'impose pas un logiciel de CAO particulier. Mais il faut quand même qu'il y ait une structure pour pouvoir voir en 3D les pièces et discuter. D'accord, on imagine quand même qu'il y a un des leaders que tout le monde utilise, qu'on ne citera pas, qui peut faciliter grandement les échanges de modélisation, qui est un peu cher pour les TPE et les TPI. Très bien, alors est-ce qu'on a tout dit sur les ressources à mettre en œuvre pour y accéder, humaines, financières? On n'a pas tout dit, mais on pourrait y passer la journée. D'accord, ok. Il faut un bon banquier aussi? C'est préférable parce que les frais seront engagés avant d'avoir le retour sur investissement. C'est de longue haleine. Par exemple, nous on ne paye les outillages qu'à validation des premières pièces. Donc si vous mettez 3 ans à développer les pièces, vous avez un trou dans la trésorerie pendant 3 ans. Très bien. Alors, dans la même lignée, on a parlé de qualité. Beaucoup de qualifications existent, ISO, NDT, NADCAP. Quelle qualification précise faut-il posséder pour travailler et réussir avec l'aéronautique? Alors il y a le minimum, c'est l'ISO 9001. Donc ça c'est la norme qualité pour la norme qualité de base. Ensuite il y a la 9100 qui est spécialisée aéro. Et après il y a d'autres qualifications qui sont difficiles à obtenir mais qui ouvrent pas mal de portes. C'est notamment le cas de NADCAP qui est un organisme de certification sur tous les procédés spéciaux. Ça va être du reçuage, de la radio, du traitement de surface. Ce genre de procédés spéciaux ont leur propre procédé de qualification par un organisme extérieur qui s'appelle NADCAP. Et ça, c'est vrai que si c'est pas indispensable, c'est pas déterminant, mais c'est apparemment. On a des sous-traitants qui sont pas NADCAP, clairement, et c'est pas les plus mauvais, loin de là. Par contre, si vous voulez rentrer dans l'aéro et que vous amenez l'accréditation NADCAP, ça aide. Très bien, ça c'est important. NDT, c'est quoi? Non-destructive test, pardon. D'accord, alors allons-y. Non, mais justement donc tout ce pour qui les est reçuage, radioscopie. Donc c'est des procédés. C'est aussi une autre norme, une troisième norme, c'est inclus dans. C'est NADCAP qui certifie ces procédés de contrôle. C'est pour contrôler les pièces sans les détruire. Très bien. Merci pour ce deuxième élément de sécurisation. Allez, parlons un peu d'un état d'esprit finalement, parce que là on sort, je dirais, des process formels, on sort d'éléments presque quantifiables. Est-ce qu'il y a un état d'esprit
spécifique au marché de l'aéronautique. Oui, alors là, tout à fait. Si vous n'avez pas une bonne adaptabilité, une bonne réactivité, c'est même pas la peine de vous lancer dans l'aéro. On est en contact constant avec nos clients, donc qui sont Bombardier, Dassault, Boeing, Airbus, pour Embraer, pour les plus grands. Et leurs requis changent au fur et à mesure du développement. Donc si nous, on n'a pas des sous-traitants capables de s'adapter à ces nouveaux requis, ça ne marchera pas. Donc la première des qualités et le premier des états d'esprit chez un sous-traitant, c'est son adaptabilité et sa réactivité. Ensuite, il faut être patient, surtout dans l'aéro, car les prises de décision sont très longues. Comme elles peuvent potentiellement impacter jusqu'au produit fini de l'avion, le temps que la personne nous pose une question, le temps qu'on revienne vers lui avec une réponse. Et oui, bien sûr, il y a un nombre important d'acteurs dans la validation. Exactement, quoi. Donc il ne faut pas se décourager. Ensuite, un autre l'état d'esprit, c'est la passion. On ne se lance pas dans l'aéro juste pour faire du business ou parce qu'on croit qu'on va gagner de l'argent. On est fier d'avoir fabriqué la petite soupape qui permet de... Exactement, ou le corps qui fait que... Ariane dans l'Airbus A380, on en est fier, quoi. Exactement, parce que, comme je l'ai dit, ça prend du temps, c'est pénible, il faut mettre des choses en place. Donc si on n'a pas la passion à la base, ça peut être très vite compliqué, on peut être très vite frustré. Très bien, ça c'est pour l'état d'esprit, on est proche de la fin de notre interview. Ça a été évoqué, vous n'avez pas donné la réponse, je crois que c'était un peu à dessein. Je vais peut-être vous demander un espèce de cas d'étude, combien de temps cela prend-il pour devenir un acteur du marché aéronautique? Allez, prenez-nous l'exemple peut-être d'une ou de deux sociétés qui ont fait la démarche, notamment avec Liber Aerospace, pour expliquer, pour donner de manière très concrète à nos invités le mode d'emploi, si je puis dire. Alors il y a des sociétés, ça fait 2 ans qu'on essaie de développer des pièces avec eux. Et on est en train d'en voir le bout. Donc il aura fallu 2 ans, et comme je disais tout à l'heure, avec une trésorerie sortie. Qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est pour vraiment rentrer, c'est 2 ou 3 ans si vous n'êtes pas acteur du marché aéro. Même si vous êtes acteur du marché aéro, le temps de rentrer, par exemple chez nous, le temps qu'on développe des pièces, qu'on les fasse les essais, qu'on les qualifie, il peut se passer facilement 1 an, 1 an et demi. Donc pour un acteur déjà du marché aéronautique, rentrer chez nous, c'est 1 an, 1 an et demi. Pour un nouvel acteur qui n'est pas du tout aéro, ça peut prendre 2 à 3 ans facilement. Donc ça donne un peu un élément de réponse. D'abord, merci. J'ai une dernière question qui est plus large, mais qui est évidemment importante à l'occasion du Midest, où on parle parfois d'état d'âme, de difficultés pour la sous-traitance française. De ce que vous vivez, vous, au quotidien, la sous-traitance française, est-ce qu'elle a encore sa place sur le marché aéronautique, très concrètement? Elle a tout à fait sa place. Il faut savoir que l'aéronautique, même si les marges ne sont pas aussi faramineuses qu'on le croit, c'est quand même de la forte valeur ajoutée. Et plus la valeur ajoutée est forte, moins le taux, le coût de main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre est élevé dans le prix du produit fini. Et là, les entreprises françaises ont leur savoir-faire à mettre en place. Par exemple, nous, on préfère travailler, on a beaucoup de sous-traitants français, on en a à l'étranger aussi. Des fois, c'est imposé. Boeing nous impose de travailler avec des sous-traitants en zone dollar. Mais on travaille aussi avec des sous-traitants pour Boeing en zone française. Mais il y a quelque chose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la réactivité et l'adaptabilité. Quand on est une PME à 50 km de chez nous, ou un peu plus loin à 5 heures de route, c'est beaucoup plus facile d'aller les voir, de discuter, de se mettre autour de la table et de travailler comme ça. Donc non, la sous-traitance française est loin d'être morte, surtout dans l'aéro. Et il faut continuer, il faut persévérer. Et il faut arrêter la morosité ambiante de dire que la France, l'industrie est morte. Non, elle n'est pas morte et il faut que ça continue. Eh ben, ce serait donc mon mot de la fin, ma dernière question. Si vous deviez adresser un message d'encouragement après tous ces conseils très opérationnels aux PME qui nous écoutent, elles sont très nombreuses pour cette émission ici même à Paris-Nord-Villepinte, un dernier mot d'encouragement pour ces PME qui en ont besoin, Voilà, c'est une période difficile. Alors, n'ayez pas peur. Si vous voulez vous lancer, si vous avez la foi, n'hésitez pas à y aller. On en recherche des PME tout le temps, avec un savoir-faire certain et un certain savoir-faire. C'est très important pour nous d'avoir des sous-traitants qui permettent de livrer à l'heure et de respecter les engagements que nous avons vis-à-vis de nos clients. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous-y. Vous allez en baver, mais après, vous aurez un marché stable, en croissance, sur lequel vous pourrez compter. Eh bien, il me reste à vous remercier du fond du cœur. Merci Rémi Addisson de vous être déplacé sur Midest. Merci pour votre retour d'expérience, pour votre témoignage. Mesdames et messieurs, Rémi Addisson, ingénieur industrialisation, Liber Aerospace. Merci. Et au revoir.